Le discours de Jean Chrétien, une défense passionnée de l'appartenance des Québécois au Canada. Réplique de Jacques Parizeau, le camp du non n'a rien à offrir aux Québécois. Noël 95, les bons et les mauvais jouets. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Le Premier ministre Jean Chrétien fera demain une adresse à la nation par le truchement de la télévision. Le Premier ministre invoque l'urgence de la situation pour recourir à cette mesure exceptionnelle. Et même si la loi de la radiodiffusion ne l'y oblige pas, il offre un temps égal de réponse au chef de l'opposition Lucien Bouchard ou au chef du Oui Jacques Parizeau. Ce soir, à Verdun, devant plusieurs milliers de partisans, le Premier ministre a défendu avec passion l'appartenance du Québec au Canada. Le reportage de Gilles Morin. Les militants fédéralistes attendaient depuis un petit bout de temps un ralliement de cette importance. 7000 personnes se sont entassées à l'intérieur de l'auditorium de Verdun, pendant que quelques milliers d'autres attendaient à l'extérieur. Tous voulaient entendre le Premier ministre du Canada leur livrer un message susceptible de leur faire gagner le référendum lundi prochain. Ils veulent voir le Québec reconnu au sein du Canada comme une société distincte par sa langue, sa culture et ses institutions. Jean Chrétien appuie cette reconnaissance de la société distincte pour le Québec, basée sur le modèle de l'entente de Charlottetown en 92, mais de portée plus limitée que celle de l'accord du lac Meach en 90. Le Premier ministre s'est également montré ouvert à une plus grande décentralisation des pouvoirs vers les provinces. Ce désir des citoyens pour une plus grande décentralisation est un défi auquel tous nos gouvernements, fédéraux et provinciaux, doivent s'attaquer. Dans son exposé, Jean Chrétien n'a pas pris d'engagement formel à apporter des changements constitutionnels comme Pierre Elliott Trudeau l'avait fait en 80. Il s'est limité à garder la porte ouverte. Un non n'équivaut pas à renoncer à quelque position, que ce soit relative à la Constitution canadienne. Nous garderons ouvertes toutes les autres voies de changement, y compris les voies administratives et constitutionnelles. Le Premier ministre du Canada a consacré une bonne partie de son discours à mettre les Québécois en garde contre une rupture avec le Canada. Pensez-y bien avant d'aller voter. Dans ses arguments pour voter non, il en a emprunté quelques-uns au ténor du oui. Vous avez la garantie d'un pays souverain avec la citoyenneté canadienne, le passeport canadien et la monnaie canadienne. Le camp du non a retrouvé son enthousiasme avec ce grand rassemblement. Durant cette dernière semaine, Daniel Johnson intensifiera la cadence. Jean Chrétien lui donnera un coup de main en menant une campagne en parallèle. Gilles Morin, à Verdun. La réplique du Premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, n'a pas tardé. Il a répondu au Premier ministre Chrétien que les Québécois savent très bien où ils s'en vont et c'est vers la souveraineté. Le chef du oui reproche aussi au Premier ministre canadien de promettre de ne pas modifier la Constitution sans l'accord du Québec. Il rappelle qu'Ottawa s'en est bien passé en 82 en rapatriant la Constitution. Les explications de Christine Saint-Pierre. À Lévis, devant plusieurs centaines de militants, Jacques Parizeau n'a pas mis beaucoup de temps avant de répondre au Premier ministre Chrétien qui invite les Québécois à réfléchir. Jacques Parizeau rétorque que les Québécois réfléchissent depuis longtemps. Ça m'hérisse un peu le poil de m'entendre dire et pensez-y bien avant de voter oui lundi. Moi, j'ai plutôt l'intention de dire pensez-y bien avant de mettre votre avenir dans les mains de Jean Chrétien. Et sur le même ton, il renvoie la balle à ses adversaires. Vous allez faire payer le monde ordinaire avant les compagnies. Vous, là, ça serait plutôt à vous de réfléchir. Puis Jacques Parizeau a rappelé le rapatriement unilatéral de 82 et s'est moqué du Premier ministre Chrétien qui a dit que tout changement de compétences constitutionnelles du Québec ne se fera qu'avec le consentement des Québécois. Bien, vous. Faut avoir un front, si vous me passez l'expression, un front de bœuf. Le ministre Jean Garon a pour sa part pressé le mouvement Desjardins de prendre position dans le débat référendaire. C'est comme les banquiers. Habituellement, ils suivent. C'est pour ça que j'ai hâte que le mouvement Desjardins embarque. Plus tôt dans la journée, Jacques Parizeau mettait la table pour les lendemains d'un oui.
Devant la Chambre de commerce de Québec, il a longuement parlé de la solidarité qui devra s'imposer. Au lendemain d'une victoire du oui le 31 octobre, la solidarité devra s'étendre à tous les Québécois, quel qu'ait été leur vote. La transition, dit-il, devra commencer rapidement. Pas de précipitation, mais de la détermination. Pas de laisser aller, de la rigueur. Le premier ministre Parizeau a immédiatement répondu à l'invitation du premier ministre Chrétien. Il a dit que ce serait Lucien Bouchard qui lui donnerait la réplique. Aussi, le premier ministre Parizeau s'est défendu de crier victoire prématurément. Il dit qu'il n'a fait que répondre aux interrogations. Christine Saint-Pierre, à Lévis. Le discours que Jean Chrétien vient de prononcer à Verdun ne marque pas la fin de ses activités référendaires, bien au contraire. Le premier ministre sera plus actif que jamais d'ici lundi dans ce qui ressemble à un changement de stratégie. Jean Chrétien a même dû annuler plusieurs engagements pour multiplier les apparitions au Québec. Demain soir, il prononce donc une allocution télévisée. Geneviève Rossier nous explique ce changement de cap. Depuis hier, les questions sur la société distincte poursuivent les ministres dans les couloirs et en chambre. La définition de la société distincte de la ministre du Travail, comme celle du premier ministre, c'est celle de Clyde Wells. Clyde Wells a reconnu que le Québec était une société distincte. Le Bloc soutient que Jean Chrétien est incapable de promettre la société distincte aux Québécois puisque les autres provinces s'y opposeraient. Aujourd'hui et hier déjà, certains premiers ministres ont répondu. D'abord Clyde Wells, qui est prêt à reconnaître la spécificité de la langue et de la culture du Québec, tant que cela ne lui donne pas de nouveaux pouvoirs. Un commentaire qui lui a valu une rebuffade du ministre des Pêches, Brian Tobin, selon qui on doit parler de séparation du Québec, pas de société distincte. Mais toujours dans les maritimes, il y a aussi Frank McKenna, qui, lui, appuierait la société distincte et l'enchâssement du principe. À mon avis, on doit accepter que le Québec ait une société distincte. J'accepte ça. J'appuie ça. De l'autre bout du pays vient un autre son de cloche. People in British Columbia have spoken very loud and clear that constitutional discussions, constitutional conferences are not in the cards. Le son de cloche d'un premier ministre dont l'électorat n'est pas du tout intéressé par la société distincte. Même chose au Manitoba, où le premier ministre se dit pourtant favorable au principe. I know that it's not a high priority with most Manitobans. I know, though, that making the federation work better is a high priority. Et à Ottawa, les réformistes concluent que la société distincte, c'est une vieille idée qui ne revivra pas de ses cendres. That can't be revived. There's no market for it. I don't think inside Quebec or outside of Quebec. It's old news. Ici Geneviève Rossier, à Ottawa. Le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, a participé ce soir à une émission de la station de télévision Musique Plus à Montréal. Monsieur Bouchard a répondu aux questions de l'animatrice Geneviève Borne et d'une trentaine de jeunes. Il a parlé sur un ton détendu du projet souverainiste et de l'offre de partenariat au reste du Canada. Demain, c'est le chef du non, Daniel Johnson, qui sera l'invité de cette émission. Près de 3000 personnes se sont rassemblées ce midi à Toronto pour manifester leur attachement au Québec. La plupart des participants brandissaient l'unifolié et le fleur-de-lysée, ou des pancartes sur lesquelles ils avaient inscrit des slogans en faveur de l'unité nationale. Pendant 2 heures, des gens connus, notamment l'écrivaine Margaret Atwood, l'ancienne ministre Barbara McDougall et la mairesse de Toronto, Barbara Hall, ont invité les Québécois à voter non. La coalition des communautés italiennes, juives et grecques a fait connaître sa position au référendum. Il n'y a pas de surprise, le regroupement appuie le non puisque la très grande majorité de ses membres sont fédéralistes. Mais les représentants de la coalition demandent aux souverainistes de ne pas blâmer les allophones si le non l'emporte. Répétons-le, nous considérons que toute tentative de créer des divisions dans notre société, basées sur le lieu de naissance, la langue, la couleur ou même le sexe, est profondément irrespectueuse et discriminatoire. Au Québec, une femme ou un homme égale un vote. Point à la ligne.
Les bureaux de Citoyenneté Canada à Montréal sont submergés de demandes de passeports. Dans certains cas, les requérants doivent attendre jusqu'à 3 heures simplement pour obtenir les formulaires. Le ministre responsable, Sergio Marquis, y voit le signe que les Québécois réalisent que le vote de lundi porte sur la séparation et que beaucoup d'entre eux veulent demeurer canadiens. Gilles Sirois a préparé ce qui suit. Septembre et octobre sont habituellement les mois les plus tranquilles pour les demandes de passeport. Mais depuis la semaine dernière, c'est l'affluence. Présentement, pour cette semaine, on parle d'une hausse de 300 %. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps que j'attends pour le renouveler et tout ça. Là, je sais que ça va augmenter aussi les prix. Là. J'ai pas peur et comme vraiment j'ai pas mon passeport, je vais le renouveler. Si plusieurs affirment que leur demande n'a rien à voir avec l'incertitude face aux résultats du référendum, d'autres disent que c'est le cas. On ne sait jamais, je suis venu ici, ça fait 7 ans. Je vais vivre au Canada, donc je préfère avoir un passeport canadien. Ça a été plus vite que prévu parce qu'il n'était pas vraiment échu encore mon passeport, mais j'ai l'incertitude, j'aime pas ça. Je n'aime pas. Ma famille, c'est hors du Provence, puis je veux être certain si ça va aider. Je ne sais pas si je peux voyager quand je veux. Les demandeurs sont en majorité des nouveaux Canadiens. Il y a beaucoup de personnes qui nous questionnent au téléphone pour savoir si elles pourront obtenir un passeport après le 30 octobre ou encore si leur passeport qu'elles détiennent présentement continuera d'être valide. Au bureau des passeports de Montréal, le responsable dit que les gens ont tort de s'inquiéter. Tant que les règlements de passeport puis la loi n'est pas changée, les demandes de passeport, on va les traiter exactement comme on traite celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va recevoir les demandes et on va continuer d'émettre des passeports canadiens. L'affluence a aussi augmenté sensiblement au bureau des passeports de la Ville de Québec. Ici Gilles Sirois à Montréal. Et les Cris du Québec ont tenu aujourd'hui leur propre référendum. Environ 7000 Autochtones en âge de voter doivent décider s'ils accepteraient de rester dans un Québec indépendant. Mais les résidents non autochtones des communautés Cris n'ont pas le droit de vote. Les résultats de ce référendum seront connus demain. Jeudi, ce sera au tour des Inuits qui seront appelés à se prononcer sur une question semblable. Dans quelques instants au point, le grand rassemblement du non à Verdun dans la région de Montréal. Et comment le non et le oui se livrent la bataille des cuisines, la bataille des indécis, ceux qui décideront de l'issue du référendum. Les Nations Unies ont clôturé aujourd'hui les cérémonies marquant le 50e anniversaire de l'organisation. Pendant ce temps, le président Bill Clinton et le président de la Chine, Jiang Zemin, ont eu des entretiens. Les deux pays ont décidé de reprendre le dialogue sur leurs différends nucléaires et également d'élargir leurs contacts dans de nouveaux domaines. Voici le reportage de Julie Miville-Dechêne. Il ne s'y est rien décidé, mais la tenue même de ce sommet a donné lieu à d'interminables tractations. Même le lieu du tête-à-tête entre Bill Clinton et Jiang Zemin a dû être changé à la dernière minute. Pékin refusait en effet que la rencontre se déroule à la Bibliothèque publique de New York, car les événements sanglants de la place Tiananmen sont mentionnés dans le cadre d'une exposition sur le prix de la liberté. La liberté pour nous, à New York, aux États-Unis, au Canada aussi, je crois, est centrale à notre système gouvernemental. Peut-être, mais pour ménager les susceptibilités chinoises, la Maison-Blanche a accepté de tenir le sommet ailleurs. Un marchandage inacceptable pour certains, qui jugent que les États-Unis ferment les yeux sur les graves violations des droits de l'homme commises par le régime communiste. La communauté taïwanaise a profité de ce sommet pour publiciser son mécontentement dans les rues de New York. Depuis des années, Taïwan réclame un siège aux Nations Unies, mais la Chine s'y oppose. Depuis 46 ans, disent les manifestants, la Chine veut envahir Taïwan. Le monde nous refuse une indépendance à laquelle nous avons droit. Le président chinois Jiang Zemin a d'ailleurs profité de la tribune des Nations Unies pour réaffirmer qu'à ses yeux, Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que l'administration Clinton a accordé au printemps un visa d'entrée aux États-Unis au président Lee de Taïwan. Pékin voudrait que ça ne se reproduise plus jamais. Bill Clinton n'a rien promis. Autre sujet de discorde, les essais nucléaires de la Chine. Mais à cause du marché qu'elle représente, personne n'ose faire la leçon clairement à la Chine. Democracy is not
only for an ideal. Le secrétaire général de l'ONU a porté un toast en faveur de la démocratie et des droits de la personne, en présence de Jiang Zemin. Et c'est ainsi que s'est passée la journée du 50e anniversaire. Les discours continuent, mais la salle de l'Assemblée générale est à moitié vide, maintenant que les grands de ce monde sont partis. Julie Méville-Dechaine, aux Nations Unies. La Commission européenne n'engagera pas de procédure contre la France pour ses essais nucléaires. La Commission conclut que les tests nucléaires qui ont lieu en Polynésie française ne présentent pas de risque perceptible. Les tests en cours en Polynésie française ne présentent pas de risque perceptible d'une exposition significative des travailleurs et de la population, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles ils ont lieu. L'exécutif européen a en outre conclu que les mesures de protection prises étaient suffisantes. Paris a accueilli avec satisfaction cette décision de la Commission européenne. La France, qui a déjà procédé à 2 essais nucléaires depuis septembre, doit en réaliser au moins 4 autres d'ici le printemps. Le Sénat américain et la Chambre des représentants ont approuvé le déménagement de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem d'ici mai 1999. Afin de ne pas compromettre les négociations de paix, les sénateurs ont laissé une marge de manœuvre au président Bill Clinton. Ainsi, il pourra reporter de 6 mois en 6 mois le déménagement de l'ambassade. Cependant, il n'est pas certain que l'ambassade américaine déménage jamais à Jérusalem, puisque le président Clinton risque d'utiliser son veto pour renverser cette décision du Congrès. Une bonne nouvelle, enfin, pour les habitants de Sarajevo qui vivent quotidiennement la guerre depuis 3 ans. Ce matin, la route de Stup, l'axe principal de la sortie de la capitale, a été rouverte pour permettre aux véhicules de la Force-ONU ainsi qu'aux convois des organisations humanitaires de circuler. Un officier bosno-serbe a toutefois précisé qu'il n'était pas question de permettre aux civils bosniaques d'utiliser la route tant que les Serbes n'auraient pas libre accès à Sarajevo. Le dernier bilan du violent tremblement de terre qui a secoué la Chine hier s'élève maintenant à 29 morts et plusieurs dizaines de blessés. La secousse, qui a atteint 6,5 sur l'échelle de Richter, a touché plus particulièrement la province du Yunnan, une région très peuplée du sud-ouest de la Chine. La secousse aurait duré plusieurs minutes. Au moment du séisme, des pluies torrentielles s'abattaient sur la région, ce qui a ralenti considérablement les secours. Un phénomène céleste toujours spectaculaire s'est produit en Asie. Pendant 1 minute et 53 secondes, des millions de personnes, de l'Iran à l'Indonésie, ont pu observer le soleil se dissimuler derrière la Lune. Depuis la nuit des temps, des superstitions ancestrales accompagnent les éclipses en Asie. Nombreux sont ceux qui pensent, par exemple, que les femmes enceintes ne doivent pas sortir pendant une éclipse. Il faudra attendre 75 ans pour observer à nouveau ce phénomène dans cette région. L'ancien président provisoire d'Haïti, Émile Jonassin, est mort à Port-au-Prince à l'âge de 82 ans. Il avait été installé au pouvoir sous le régime militaire du général Cédras et sa nomination n'avait jamais été reconnue par la communauté internationale. Magistrat de carrière, Jonassin s'était tenu à l'écart de la vie politique pendant la dictature des Duvalier, puis il avait été nommé président de la Cour de cassation. Hausse importante du taux d'escompte cette semaine, 98 centièmes. Le taux se fixe donc à 7,65. Avec cette hausse, la plus importante de toute l'histoire du taux d'escompte, la Banque du Canada a voulu soutenir le dollar après la bousculade qu'il a subie hier sur les marchés internationaux. Le dollar s'est de fait raffermi sur les marchés et il a clôturé légèrement à la hausse. Première au pays, des fonctionnaires fédéraux travaillant au Centre d'innovation en technologie de l'information à Laval ont trouvé une formule originale pour sauvegarder leurs emplois. Ils ont formé une corporation dans le but de racheter le centre que le gouvernement fédéral mettra en vente au cours des prochains mois. Voici ce qu'a obtenu Alexandre Dumas. L'un des fers de lance de prestige du secteur technologique de Laval depuis sa création il y a 10 ans, le Centre d'innovation en technologie de l'information s'est acquis au fil des années une réputation qui déborde sur le plan international, en matière de sous-titrage particulièrement
de traduction assistée, de commerce électronique international, ainsi que dans l'informatisation du travail. Mais soumis à diverses compressions budgétaires depuis quelque temps, et particulièrement en prévision de 1996, le centre devra poursuivre sa mission, mais en partenariat avec l'entreprise privée. Il sera donc vendu et on se bouscule aux portes d'Industrie Canada pour en faire l'acquisition maintenant. Mais les 40 fonctionnaires permanents du City et les dizaines de contractuels espèrent maintenant en faire l'achat. L'actif du centre, c'est les gens. C'est pas la bâtisse. C'est pour ça, pour nous, c'est important que les propositions qui vont être faites, que ce soit des employés, que ce soit du secteur privé ou d'un groupe du secteur privé, que la question du futur du centre à court et à long terme soit bien développée. Le City attise plus d'une convoitise. Mais si les employés n'en devenaient pas les propriétaires, on fera alors tout par contre pour protéger leurs acquis. On va s'assurer que les employés ne soient pas perdants dans l'échange et dans cette démarche-là. La transaction devrait être complétée au plus tard début janvier prochain. Le centre ici pourra éventuellement accentuer encore plus sa présence dans des domaines jusqu'ici inexplorés, des domaines relatifs à la santé, à l'éducation et particulièrement à l'inforoute. Alexandre Dumas, à Laval. À Montréal, ce matin, un grave accident et un embouteillage monstre sur l'autoroute métropolitaine en direction ouest, près de la sortie Saint-Laurent. 2 autos qui suivaient un camion remorque ont été poussées sous le poids lourd par un deuxième camion qui n'a pas réussi à freiner à temps. Les 4 occupants des autos, 2 hommes, une femme et un enfant, sont dans un état grave. La circulation a été rétablie après 2h30 de paralysie. Au palais de justice de Montréal, Marc Moïse a été reconnu coupable de meurtre prémédité et de tentative de meurtre sur sa femme. En mars dernier, Moïse a mis le feu à sa femme, la brûlant gravement. Il a ainsi provoqué un incendie et une voisine est morte asphyxiée. Moïse devra purger une peine d'emprisonnement à vie. Encore une défaite pour les propriétaires de maisons isolées à la Miouf, la mousse d'urée formaldéhyde. La Cour d'appel du Québec vient de rejeter séance tenante l'appel de 6 propriétaires qui tentaient de faire casser le jugement rendu en 91, un jugement qui exonérait les 2 manufacturiers, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et le procureur général du Québec. On ne connaîtra toutefois les motifs de la Cour d'appel que jeudi. Et pour finir, un signe que le temps des fêtes n'est plus très loin, même si la douceur de l'automne fait illusion. Pour une 20e année, l'Association des consommateurs du Québec a effectué une évaluation de quelques 300 jouets, en majorité des nouveautés. Anne-Louise Despatie nous parle des bons achats et des mauvais. Si l'enfant essaye de jouer avec le modèle qu'il a monté, tout se défait, les pièces ne tiennent pas ensemble, sont difficiles à assembler. Alors les enfants très frustrés là, ont délaissé la première journée. Et le fameux Dr. Dreadful, qui est très populaire cette année. Un laboratoire à bonbons qui coûte 35 $, plus 10 $ pour les ingrédients. Mais les enfants n'ont pas aimé le goût de leur mélange et les parents, eux, n'ont pas apprécié le nettoyage. Un jouet qui mérite donc un des 4 prix poubelles de cette année. Heureusement, il y a aussi les grands gagnants. C'est un jeu de mémoire original, mais qui a aussi un aspect de stratégie. Les jouets qui maintiennent l'intérêt et qui résistent aux manipulations pas toujours tendres, comme les jeux de construction Lego Freestyle ou le Kinex. Ce dernier est un bon investissement, même s'il coûte 75 $. Les jeux vidéo ne se sont pas classés parmi les jouets gagnants. Pourtant, on en a évalué 19 cette année. Et puis, il n'y aurait pas de grande tendance dans la cuvée Jouet 96. Il y a un peu de tout. Alors, bon, l'année passée, on parlait beaucoup des Power Rangers. Il y a 2 ans, on parlait beaucoup des dinosaures. Cette année, je ne peux pas dire qu'il y a un thème comme ça qui ressort à travers les autres. L'Association des consommateurs du Québec a fait évaluer ces nouveaux jouets par une 50aine de familles. Elle en a choisi certains pour la publicité qu'on leur fera et d'autres parce qu'elle considère que ce sont des achats intéressants. Anne-Louise Despatie, à Montréal. Alors voilà pour cette édition du Téléjournal. Ne manquez pas le point dans quelques instants. Bonsoir, à demain.